Aujourd'hui, on revient vers vous à quelques jours d'un débat à l'occasion duquel deux candidats vont s'affronter pour être l'un ou l'autre recrutés par les Français pour avoir the job. Alors comment on prépare ce type d'entretien, de confrontation? On va en parler avec un coach, un ancien journaliste. C'est Jean-Luc Manot. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. J'ai organisé un débat Mitterrand-Chirac et ensuite un débat Chirac-Jospin. C'est un moment très particulier parce que c'est un débat très particulier puisque c'est un débat sur lequel en réalité les équipes ont une prise assez limitée puisqu'il faut travailler avec les équipes des candidats qui ont chacun leur exigence. Donc il y a d'abord un effort de diplomatie à faire, de lien à faire entre les différentes équipes. Et après, il y a des choses plus complexes, plus techniques, qui sont de travailler avec les réalisateurs des deux camps sur est-ce qu'il y a des plans de coupe, est-ce qu'il n'y a pas de plan de coupe, c'est-à-dire en réalité, est-ce que quand l'un parle, je vois les réactions de l'autre, la grosseur des plans, la valeur, la nature de la table, la distance entre les uns et les autres, donc beaucoup de choses. C'est un débat pour lequel tout est absolument millimétré. La question la plus importante, c'est de savoir ce qu'on va dire et ce qu'on veut dire. Le débat, c'est fait de surprises, c'est fait de choses qu'on n'a pas prévues, de ce que l'autre va vous demander ou sur quoi il va vous interpeller. C'est le cas aussi d'un entretien d'embauche. Mais l'important, c'est d'arriver en sachant ce qu'on va dire, quel est son message, et donc d'avoir défini ses points forts, d'avoir prévu les ripostes sur les points faibles. Je vais essayer de choisir mon terrain, mais je sais qu'à un moment donné, je vais être sur le terrain de l'autre. Et donc, je vais choisir à la fois ce que je peux dire pour contrer l'autre sur son terrain, mais aussi pour m'échapper, pour essayer de revenir sur mon terrain. C'est un peu ça la logique d'un débat contradictoire. C'est essayer d'être le plus souvent chez soi sur ses points favorables. Évidemment, aller voir un recruteur, c'est se poser la question, et là les journalistes vont jouer le rôle du recruteur, en étant les médiateurs des Français, c'est essayer d'anticiper sur ce qu'ils ont envie d'entendre, sur les questions qu'ils se posent. Ça ne sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. On l'a vu dans les campagnes électorales. Quand on a essayé de faire passer Lionel Jospin pour le plus rigolo de la Terre, son équipe a essayé de faire ça, fendre l'armure, etc., ça ne servait à rien. Ces points forts n'étaient pas là, ils étaient l'intégrité, ils étaient la compétence. Vous ne pouvez pas être en distorsion avec ce que vous êtes. Donc, de l'authenticité, de la préparation, un message calé. Et puis, on va essayer de dire qu'il y a une partie de séduction, naturellement. Autour de l'authenticité se jouent beaucoup de choses. Et puis, encore une fois, être sur ses propres qualités. L'autre question qui est fondamentale dans un débat, et sur laquelle les gens se fondent beaucoup, c'est donner envie d'avoir envie. Et ce qui donne envie aux gens d'avoir envie, c'est de montrer sa propre envie, sa propre détermination. Et ça nous rapproche du sujet de l'entretien d'embauche. C'est que j'ai plus envie d'avoir comme président, avec qui je vais vivre finalement tous les jours à la télé, qui va me représenter à l'étranger, j'ai plus envie de vivre avec un président qui le veut vraiment, qu'en a formidablement envie, qu'avec un type qui fait ça juste par devoir ou juste parce que c'est son destin ou parce que c'est son ambition. Il y a d'abord ce qu'on appelle le calage du message, avec un mélange de rationnel et d'émotion. Il faut les deux, naturellement, avec cette expression de sincérité. La deuxième chose, c'est qu'ils vont préparer l'adversité, le moment plus difficile. C'est ce qu'on appelle des séances de fronton, qui vient de la pelote basque ou du squash, avec l'idée que ça va vite, et donc que les balles partent et qu'il faut les rattraper. Parce qu'il faut évidemment quelqu'un qui soit là et qui vous dise le pire qui puisse vous arriver, vous préparer aux arguments peut-être les plus bas, en tout cas les plus violents, les plus surprenants. Et puis il va y avoir une troisième phase, c'est une phase de solitude. C'est-à-dire c'est une phase de décontraction, chacun a ses méthodes pour préparer, mais on ne court pas à l'événement, on ne court pas à un débat, pas plus qu'on court à un entretien d'embauche. Chacun a sa recette, mais en tout cas, pas de course. Ce n'est pas un endroit où on arrive essoufflé, l'entretien d'embauche ou le débat contradictoire. Le pire,
qui peut arriver dans une émission de télévision, donc dans un média training qui peut être conjuré, c'est de ne pas être au fait des derniers événements, d'être en dehors de l'actualité. Et ça vaut, je crois, pour n'importe quel type d'emploi, à vrai dire. Parce que si vous arrivez, que vous dites « je suis très curieux, je suis très au fait de tout ce qui se passe » et qu'on vous demande ce qui s'est passé le matin et qu'à l'évidence, vous n'avez écouté aucune radio, vous n'avez pas ouvert un journal, vous n'avez pas été sur Internet, le type va dire il est peut-être curieux, mais il l'est tardivement dans la journée. Et donc l'idée qu'on est un citoyen aussi, qu'on vit dans son époque, est assez importante. Donc je disais tout à l'heure, il ne faut pas courir, il ne faut pas donner le sentiment non plus d'arriver d'une île déserte sans être au courant de l'actualité. Aux gens, en général, j'aime beaucoup leur demander comment ils s'imaginent dans les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire que les gens, les candidats ou les gens qu'on reçoit pour embaucher, soient des gens dont on puisse percevoir comment ils se voient demain, pour qu'on voit en gros quel parcours on va avoir à gérer, à manager. Et la pire des réponses, c'est je ne sais pas, j'en sais rien. Ou ce que je souhaiterais formidable, c'est de continuer à faire le même travail que vous m'aurez confié dans votre belle entreprise, parce que sans bras, il n'y a pas de chocolat, mais sans ébullition, il n'y a pas de boulot. Ce dont je me souviens, c'est d'un conseil qu'on m'avait donné. C'était pour rentrer à la télé, et j'avais pris le conseil de Mourouzi. Et Yves Mourouzi m'avait dit un truc, il m'avait dit la télévision comme la vie, ça transpire, donc ne mens pas. Ne triche pas. Le type qui est en face de toi, c'est son métier. En gros, il sait décrypter, et si tu lui racontes des histoires, si tu triches sur ce que tu es, eh bien, il ne te prendra pas. Je suis allé comme ça, la trouille au ventre, et j'ai pas triché sur qui j'étais, d'où je venais, mes convictions qui pouvaient être détonnantes pour entrer dans cet univers-là, et peut-être une préparation qui n'était pas la préparation la plus idoine, et je l'ai finalement emporté, sans doute, parce que justement les éléments extérieurs, ce qui était atypique peut-être, l'a emporté. Le défaut que je dépasse, c'est le conformisme. À chaque fois que j'écris, je me dis que je préférerais écrire mieux. J'ai une anecdote là-dessus, si ça vous intéresse. C'est qu'avant le deuxième tour en 88, Mitterrand fait ce média training d'entre-deux tours dans un avion qui l'amène à La Réunion, ou aux Antilles, je crois, aux Antilles, qui l'amène aux Antilles. Alors Mitterrand est dans l'avion, il fait le média training, et qui joue le rôle de Chirac, c'est Henri Emmanuelli. Puis à un moment donné, nous les journalistes, on est derrière, et Mitterrand sort et il est fou de rage. Et il dit mais il est fou cet Emmanuelli, il est fou. Il me dit des trucs absolument effroyables que Chirac n'osera jamais me dire. En fait, c'est lui qui les pense. Bon, voilà, petite anecdote.